Journaliste indépendante. Voilà, j'ai fait quelques recherches sur les origines occultes de la science moderne. Donc, contrairement au géocentrisme que j'étudie depuis un petit peu plus longtemps, il y a quelques années, maintenant une dizaine d'années, là, sur les origines occultes de la science moderne, je suis un peu au début. Donc, je vous le dis tout de suite, je vais vous faire état de l'état de mes connaissances. Je voulais montrer par rapport aux gens qui étaient là hier, euh, simplement deux schémas pour vous donner à réfléchir. Je reviendrai très légèrement sur le géocentrisme aujourd'hui, mais pas plus que ça. Je voulais vous montrer ces deux schémas-là, les deux modèles. Donc ici, on a le modèle héliocentrique. Donc c'est le modèle qui est aujourd'hui enseigné à l'école. Donc c'est un peu ça, mais pas tout à fait ça. Donc voilà notre système solaire tel qu'il est admis aujourd'hui dans les académies. Donc la Terre, elle est où Elle est là. Ça tourne sur elle-même, ça tourne autour du Soleil, et le Soleil lui-même tourne autour de la galaxie. Et c'est même pas à l'échelle, c'est irreprésentable à l'échelle. Si on voulait représenter le système solaire à l'échelle, en faire un schéma, il faudrait poser un papier par terre, prendre la voiture, faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, poser un autre papier pour symboliser une autre planète. C'est-à-dire qu'un schéma à l'échelle du système solaire est aujourd'hui introuvable. C'est impossible. Ce sont des dimensions tellement astronomiques, c'est le cas de le dire. Donc voilà le modèle actuel pour que vous compreniez bien. Je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble un schéma du modèle géocentrique de Cassini. Voilà. Ça, c'est le modèle géocentrique. Il y a une élégance, il y a une beauté, il y a une régularité. Et vous allez trouver ça sur Wikipédia à l'article épicycle. Et si je vais sur Wikipédia, je ne sais pas si on... Ah non, je suis plus connectée. Le sous-titre de ce schéma, c'est la complexité du système géocentrique. Donc vous voyez, avec le modèle qu'on a vu avant, où ça part dans tous les sens, et ça, ce serait complexe, quoi, à côté. Bon, voilà, c'était une parenthèse pour commencer. Pour vous donner envie de rentrer dans l'aventure de la recherche autour du géocentrisme, la Terre plate et tout. Lancez-vous, allez-y. Et puis, chacun son rythme, chacun ses conclusions. Mais voilà, je voulais de nouveau vous donner envie de rentrer dans cette aventure intellectuelle interdite et complètement repoussoire, quoi. Alors, par contre, aujourd'hui, je vais parler donc des origines occultes de la science moderne. Je me replace. Je vais peut-être... Excusez-moi. Voilà. Alors, la science moderne aime se présenter comme une sorte d'enfant pur du rationalisme et de l'objectivité. On a l'impression que la science, c'est l'ennemi des superstitions, de la pensée magique. Mais lorsqu'on examine un petit peu son histoire, c'est une autre histoire qui se présente à nous. On se rend compte que les traditions occultes ou alchimiques ont influencé durablement notre vision du monde et la science contemporaine. Et ça, c'est une filiation qui est refoulée. C'est pas très bien vu. Ça nous est pas enseigné, encore une fois. Mais à partir du 19e siècle, c'est cette image-là
que les manuels scientifiques vont donner de la science. On va présenter la science moderne comme l'affermissement de la rationalité du siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, et la figure un peu du savant à tout faire, comme on avait avant la modernité, s'efface devant celle du scientifique institutionnel, avec sa blouse blanche, souvent payée par l'argent public, et spécialisé surtout, hein, avec sa spécialité. Donc la science se professionnalise au début du XIXe siècle, et elle doit donc établir sa légitimité. Parce qu'avant, les savants, ils étaient, on va dire, autofinancés. C'était pas tout le monde, hein, qui avait le loisir de faire des recherches, mais c'était souvent autofinancé, ou alors avec des mécènes, etc. C'est vraiment début 19e que c'est devenu vraiment un boulot, un métier, quoi. Donc tout ça dans le contexte d'une industrialisation qui a été fortement marquée par l'idée de progrès scientifique. Donc rétrospectivement, comme disait Prune hier, les récits reconstruisent le passé comme une succession linéaire d'erreurs qui auraient été remplacées par des vérités. Hein, la science se présente vraiment comme je disais hier, mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Hein, comme ça, dans une progression constante de plus en plus de vérité. L'ancienne dénomination de la science, c'était donc la philosophie naturelle. Hein, j'en ai parlé hier. Qui supposait, donc la philosophie naturelle, qui supposait un cosmos régi par des lois cachées et qui cherchait à lever le voile des apparences pour révéler une sorte d'architecture occulte. Hein, c'était ça la philosophie naturelle. Et c'est un processus que Platon a mis en scène dans sa célèbre allégorie de la caverne. Vous la connaissez? Vous la connaissez tous? À peu près. Bon, c'est l'idée qu'on élève, entre guillemets, des personnes dans une caverne qui n'ont jamais vu le jour et qui ne sont exposées qu'à des ombres, qu'à l'ombre des objets. Et un jour, il y a l'un d'entre eux qui brise ses chaînes, qui se sauve et qui aperçoit le soleil, qui représente le bien, la connaissance, enfin, toute une symbolique aussi ésotérique derrière cette allégorie platonicienne. Mais chez Platon, il y a cette idée qu'il existe deux mondes, le monde sensible et le monde intelligible. Si vous vous souvenez un peu de vos cours au lycée. Donc le monde sensible est considéré comme inférieur au monde intelligible. Et c'est une idée qu'on va retrouver au fil de l'histoire de la philosophie et des sciences. Et donc, il s'agit de dépasser le monde des perceptions humaines, qui est considéré comme illusoire, hein, des ombres, on ne voit que des ombres, pour s'élever vers le monde des formes, qui seraient les idées pures, un lieu qui n'est accessible que par les chemins de l'intellect. On place l'intellect au-dessus des sens. Se rendre maître de ces lois invisibles permet alors d'agir sur la matière. C'est une vision particulière de la connaissance qui prend la forme d'un passage initiatique de ce monde sensible à ce monde intelligible à travers l'idée d'un dévoilement. Cette idée de dévoilement, ce platonisme, va connaître un bond particulier à la Renaissance. Donc, entre parenthèses, agir dans la matière par des lois cachées avec l'esprit, c'est la magie, hein, aussi. Alors, la Renaissance, de quoi la Renaissance est-elle la Renaissance? Je vais commencer par cette phrase de Pétrarque. Oui, oui. Lorsque les ténèbres se dissiperont, les générations à venir réussiront à trouver le chemin du retour à la claire splendeur du passé antique. Ça, c'est une phrase de Pétrarque. Hein, on a l'idée d'un passé antique oublié
et un peu fantasmé en fait dans ce passé antique où la connaissance aurait été voilà à son top. Et comme disait Prunière, bon c'est encore une parenthèse, mais elle disait vieux égale occulte, antique égale occulte. Donc, la Renaissance donc est identifiée à, ça c'est ce qui nous est enseigné, ce qu'on nous dit. La Renaissance est identifiée à une redécouverte, nous dit-on, de la culture antique gréco-romaine. Mais alors c'est un peu une simplification parce que la philosophie médiévale, telle qu'elle nous est présentée, la scolastique, dominée par la théologie chrétienne, se nourrissait déjà largement d'anciens traités scientifiques juifs, arabes et grecs. Là, je suis toujours dans la perspective où on ne nous ment pas sur l'histoire, où tout est OK. Et l'attention se détourne progressivement du Dieu descendu sur terre, le Christ, pour se centrer sur l'homme et sa puissance de s'élever vers le ciel. C'est ça l'humanisme. Par ses propres forces, par les forces de son esprit. On a l'inversion chez les chrétiens, c'est Dieu qui descend. Dans l'humanisme, c'est l'homme qui doit s'élever et qui va s'élever par les moyens de la connaissance et à l'aide de quelques procédés mystérieux qui remonteraient aux origines du monde. L'humanisme apparaît dans le contexte du néoplatonisme, c'est une philosophie qui s'appuie sur un syncrétisme de la philosophie de Platon, Aristote, Pythagore, les traditions mystiques orientales, autour de l'idée d'un principe de l'un, premier principe. Donc c'est une espèce de syncrétisme, le néoplatonisme, qui apparaît en même temps ou qui fait naître l'humanisme, qui va être propre à cette période de la Renaissance et d'une mystique ancienne qui est connue sous le nom d'hermétisme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hermétisme? Oui. Savez-vous à quelle figure cela se réfère? Hermès, Trismégiste, voilà. Donc l'hermétisme se réfère à Hermès Trismégiste, 3 fois grand, une figure mythique et symbolique de l'ésotérisme occidental, qui serait né de la fusion de 2 divinités, Hermès, le dieu grec du savoir, du langage, de la médiation entre les mondes, et Thoth, le dieu égyptien de l'écriture, de la sagesse, de la magie et du calcul cosmique. D'où l'importance de la numérologie dans les pratiques ésotériques. Donc, dans le monde latin, Hermès, on va le nommer Mercure, il représente la figure d'un sage primordial. Et il est supposé avoir transmis une connaissance divine et ancienne. Il y a toujours cette idée de c'est ancien, ça vient de l'Antiquité. On lui attribue les Hermetica, un corpus hermeticum, un corpus de textes mystico-philosophiques que l'on rapportait à l'Égypte pharaonique jusqu'à ce que les historiens s'accordent finalement sur une écriture datant des premiers siècles après Jésus-Christ. C'est étonnant. Donc, il y a aussi cette histoire de... Oui, je vais vous en parler après. Les textes compilent des dialogues, des enseignements et des aphorismes sur le sujet de l'astrologie, l'alchimie, la magie ou encore la médecine occulte. La philosophie hermétique mélange platonisme, néoplatonisme et gnose, dont nous parlerons après un petit peu. Et ces principes fondamentaux postulent l'existence d'un Dieu unique, transcendant et source de toute réalité. Le monde serait né par émanation de l'intellect divin et l'homme est décrit comme un microcosme reflétant l'univers, ayant accès à Dieu par la connaissance, donc la gnose, qui, dans l'hermétisme, est la source de tout salut. C'est encore quelque chose qui s'oppose au christianisme, le fait qu'on a
voilà, il faut acquérir une connaissance pour être sauvé, hein, pour avoir accédé à une sorte de salut, tandis que dans le christianisme, c'est redevenez comme des enfants. Hein. Les savants et les sages, on n'a rien révélé aux savants et aux sages, c'est aux petits qu'on révèle les choses, que les choses sont révélées. Là, c'est vraiment l'effort d'une connaissance et l'idée qu'il y a seulement une élite aussi qui peut accéder à ce salut hermétique. Donc, la table d'émeraude, un texte court écrit en latin médiéval et traduit depuis l'arabe, résume ces principes, dont le principe le plus célèbre est « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Vous avez déjà entendu ça? Oui. Et on a vu hier aussi que le basculement de l'héliocentrisme au géocentrisme, c'est cette idée que ce qui est en haut devient comme ce qui est en bas. On passe d'un monde clos fermé avec une voûte céleste qui est au-dessus d'un plateau, un plateau qui est au-dessus d'un inframonde avec des enfers, à la Terre qui devient un astre dans le ciel parmi les autres astres. La Terre est propulsée parmi les autres corps célestes. Et donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les planètes tournent autour de leur soleil, comme les électrons tournent autour du noyau de l'atome, etc. Tout ça, c'est des idées, des concepts qui ont été formés pardon, depuis l'origine du monde, qu'on rapporte à l'Antiquité. Hein, l'atomisme, tout comme l'héliocentrisme, on en trouve aussi des traces dans des textes, entre guillemets, soi-disant, on ne sait pas si ça vient vraiment de l'Antiquité, mais en tout cas qu'on décrit comme antiques. Souvent, on les redécouvre à la Renaissance. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Hein, les textes antiques qui possèdent ces concepts scientifiques qui sont encore en cours aujourd'hui, ils ont été, dit-on, redécouverts à la Renaissance. Donc, dans cette époque, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc dans cette époque prémoderne, qui est la Renaissance, hein, parce qu'on dit Renaissance, et après l'époque moderne, c'est les Lumières, c'est 18e, donc la Renaissance, c'est juste avant. Sachant que la Renaissance, c'est un courant, comment dire, culturel. Donc c'est pas, on n'a pas des dates limitées en fonction des lieux aussi, en Italie, en France, en Angleterre, on va pas poser les mêmes bornes. Mais on va dire que on va parler entre le 15e et le 16e, surtout aujourd'hui. Mais dans cette époque, les savants, qui appartiennent aujourd'hui au panthéon des grandes figures de la science, produisaient des écrits sur les pratiques ésotériques. Hein, donc, des gens comme Giordano Bruno, John Dee, Pic de la Mirandole, qui sont reconnus aujourd'hui dans l'histoire des sciences comme ayant contribué de manière majeure à l'histoire des sciences, à l'époque pratiquaient ouvertement l'ésotérisme et la magie. Giordano Bruno a écrit, donc un ancien moine, un philosophe, mathématicien et occultiste, écrivait des traités sur la magie de la même manière que John Dee. Et donc, ils sont connus à la fois pour leur rapport à la science moderne et à leur pratique d'anciennes traditions occultes. Et ça, on ne le dit pas. On ne présente jamais la science sous cet aspect-là. Donc, comme je disais, entre le 15e et le 16e, des textes antiques, entre guillemets, ressurgissent massivement, au point qu'on soupçonne même certaines figures humanistes d'avoir produit des faux en usant de ce qu'on appelle la pseudépigraphie, qui est un procédé connu. C'est un procédé qui emprunte le style d'écriture et le nom d'un auteur qui a une grande réputation pour en exploiter le prestige et l'autorité. Si je veux écrire un texte qui a un impact sur ma société, je veux dire oui, c'est un grand sage de l'Antiquité qui l'a écrit, hop, je recopie le style, etc., pour faire passer l'idée que j'ai envie de faire passer, hein, avec la figure d'autorité. Et à la Renaissance, on cherche à réconcilier l'hermétisme avec le monde chrétien, où selon les points de vue, hein, point de vue chrétien, on cherche à corrompre le message divin.
comme le grand serpent aurait fait chuter l'humanité au jardin d'Éden en lui faisant goûter à la connaissance interdite. Cette tradition primordiale, hein, l'hermétisme, l'alchimie, etc., la magie, alors ça c'est une expression de René Guénon, hein, la tradition primordiale qui a une signification peut-être plus large que ce que j'en dis ici. Cette tradition qui aurait été révélée dès l'origine du monde se transmet de maître à initié et se réclame d'une lignée de figures plus ou moins mythiques, dont Moïse, Orphée, Pythagore ou Platon. Platon est aussi un personnage utilisé dans l'ésotérisme. Il y a les solides de Platon. La prolifération soudaine de nouvelles traductions ou productions, point d'interrogation, de textes antiques ne doit rien au hasard. Alors, pourquoi tout à coup on a une profusion de textes antiques qui émergent? C'est notamment sous l'impulsion d'une grande famille de banquiers qu'une certaine vision de la connaissance s'impose peu à peu en Italie puis en Europe, brouillant les frontières entre science, philosophie, religion et magie. Alors, qui sont ces philanthropes engagés dans la divulgation des sciences occultes? C'est la famille des Médicis, qui s'est imposée au XVe siècle comme une puissance bancaire majeure en Italie, créant tout un réseau qui a financé à la fois les rois et les papes. Donc la famille Médicis prend progressivement le contrôle politique de la ville de Florence et son mécénat culturel devient un instrument de pouvoir. Les Médicis jouent un rôle clé dans la diffusion de l'hermétisme. Le patriarche de la famille, Cosme de Médicis, alors pour situer, il est mort en 1464, 15e siècle, encourage directement la traduction ou la production. Bon, on dit que ça se rapporte au 1er et 2e siècle, hein, les textes, les Hermetica, le corpus de textes soi-disant écrit par Hermès Trismégiste. Donc il encourage sa traduction par Marcille Ficin, Marsilio Ficino, dont vous avez peut-être entendu parler, un des philosophes humanistes les plus influents de la première Renaissance, et il fonde et protège des cercles intellectuels comme l'Académie néoplatonicienne de Florence. La ville restera entre les mains de la célèbre famille pendant 3 siècles, façonnant de grands noms comme Galilée ou encore Léonard de Vinci, qui bénéficieront de leurs subsides. Alors, le grand renversement cosmique, pour beaucoup d'historiens, la Renaissance est surtout le nom d'un changement dans la relation de l'homme au cosmos. J'expliquais tout à l'heure que par la connaissance, on s'élève, c'était en renversement de l'ordre chrétien, mais il y a aussi un renversement cosmologique, un renversement cosmique, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure et comme j'ai pu en parler hier. L'événement culturel le plus emblématique de l'époque va se situer dans le passage du géocentrisme, qui place la Terre au centre de l'univers, au passage à l'héliocentrisme, qui va donner cette place au Soleil. Dans ce monde chrétien qui place la Terre au centre de l'univers, sous les yeux de Dieu, c'est un profond bouleversement dans les mentalités, à la fois scientifiques, métaphysiques, religieux et, on peut l'imaginer, psychologiques aussi. Et même politiques, on pourrait parler de ça aussi. Donc, redonner la plus grande place au Soleil participe à ce retour aux auteurs antiques et à leur culte qui associe l'astre solaire à Apollon ou à Sol Invictus. Et c'est dans un geste tout religieux, nous dira Frances Yates, dont je vous reparlerai, que Nicolas Copernic présentera son modèle avec le Soleil au centre de tout, en présentant le Soleil comme le Dieu visible. C'est pas anodin, hein, en citant l'autorité d'Hermès Trismégiste, Copernic.
Donc voilà, si vous voulez noter le nom Frances Yates, Y-A-T-E-S, c'est une historienne britannique qui a fait un travail énorme. C'est principalement sur ses écrits que je me suis appuyée pour vous faire cette conférence aujourd'hui, sur les origines hermétiques de la science moderne. Donc le trône de Dieu, placé au-dessus d'un monde clos par un firmament, est renversé dans l'abîme d'un univers infini, et à partir de ce moment-là, s'entrouvre la possibilité d'une pluralité des mondes. Donc, puisque la Terre est propulsée dans le ciel et que, supposément, dans le ciel, il y a des milliards d'autres terres, voilà, la logique voudrait qu'il y ait d'autres mondes habités, forcément, si on est dans cette logique-là. Et à partir de Copernic, le monde de l'homme se noie dans le ciel et la Terre devient un objet céleste parmi d'autres. Cette théorie d'un univers infini qui est née sous une forme mythologique chez Épicure ou Lucrèce s'est radicalisée dans la philosophie de Nicolas de Cuest, dont nous avons parlé hier, et de Giordano Bruno, qui ouvre la voie aux thèses liées à l'existence. Aujourd'hui, on parle de multivers ou de vie extraterrestre. C'est la même idée, hein. C'est l'idée d'une infinité dans la matière. C'est-à-dire que l'infini n'est plus un concept ou ne se rapporte plus seulement à Dieu, mais on pourrait transposer ce concept dans la matière. Il pourrait exister quelque chose dans la matière qui n'a pas de bord. Il a fallu faire passer cette idée. Ça n'a pas été facile. Alors, astrologie ou astronomie, de tout temps, le ciel est une affaire d'État. Dans l'Antiquité comme au Moyen-Âge, presque tous les souverains disposent d'un astrologue de cour. C'est tout à fait fréquent. Et ce dernier ne se limitait pas à prédire les destins individuels, mais participait à l'organisation du temps collectif en établissant les calendriers, les dates des fêtes religieuses et en influençant les décisions politiques à la lumière de la configuration des astres. Les outils de l'astrologie sont conservés par les astronomes. C'est juste le nom qui change à un moment donné. Les calculs mathématiques, la géométrie céleste, les tables planétaires, tout ce qui est prévision de phénomènes célestes, prévision d'éclipses, tout ça, ce sont les mêmes outils qui passent des mains des astrologues aux mains des astronomes. Pas vraiment de frontières tout à fait nettes. Chez Claude Ptolémée, donc là on est au 1er siècle après Jésus-Christ, deuxième siècle, cette unité est explicite, le même système mathématique sert à la fois à déterminer la position des astres et à interpréter leurs effets sur le monde sublunaire, c'est-à-dire ici-bas. Simplement, les astrologues, ils vont déduire une influence des astres sur nous, que les astronomes abandonnent dans la science contemporaine, mais les outils de calcul sont les mêmes. On était tout à fait capable, jadis, de prédire absolument tout ce qu'on prédit aujourd'hui, en réalité. De visible, je parle bien de visible, de ce qui est visible dans le ciel. Donc la Renaissance conserve cette continuité. Johannes Kepler, il est connu pour son... Alors c'est 1571-1630, donc fin du XVIe, début XVIIe, Kepler, il est connu pour son apport en astronomie et il reste un astrologue de métier. Il rédige des horoscopes, il réfléchit aux influences célestes et... reprenant cette fascination mystique de Copernic ou de Nicolas de Cuest à l'endroit du Soleil, Kepler imagine que le Soleil exerce une force sur les planètes et met en place un système de calcul en conséquence. L'idée d'une action à distance du Soleil sur les planètes remplace l'ancien système dans lequel les planètes étaient mues
était déplacé par la puissance divine. Donc on part d'une idée où les planètes sont mues par le moteur divin, à l'idée que c'est le Soleil lui-même qui émet une force qui attire, repousse les planètes autour de lui. C'est une rupture majeure. Le mouvement des astres n'est plus parfait et régulier, mais devient plus chaotique, ainsi qu'on l'a vu dans le modèle actuel. En effet, dans le système de Kepler, la vitesse des planètes perd son uniformité, donc parfois elles accélèrent, parfois elles décélèrent, et les cercles parfaits que dessinaient leur course, comme on a vu, sont remplacés par des ellipses. La tradition hermétique n'influence pas seulement la cosmologie, mais aussi la médecine. Paracels, fin du XVe, début XVIe, médecin, philosophe et alchimiste suisse, introduit l'idée que les remèdes peuvent être chimiques, pas seulement végétaux ou animaux, ce qui était le plus répandu jusque-là. L'art médical de Claude Gallien, 129-201 après Jésus-Christ, et d'Hippocrate, 460 avant Jésus-Christ, fondé sur l'équilibre des humeurs, est ainsi profondément remise en cause après avoir dominé la médecine européenne pendant plus de 1500 ans. À la Renaissance, le développement des pratiques alchimiques, la distillation, la sublimation, l'extraction, annonce la chimie pharmaceutique. Et la phytothérapie traditionnelle est remplacée par des potions à base de minéraux et de métaux, mercure, sel, antimoine, arsenic. Étroitement liée à la pierre philosophale qui serait l'outil de sa réalisation, l'alchimie recherche la panacée, un remède universel qui est censé pouvoir guérir toutes les maladies et résoudre tous les problèmes. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Paracels introduit l'idée qu'un poison à petite dose peut avoir un effet thérapeutique, préfigurant la pharmacologie et par extension le principe moderne de la vaccination. Alors d'ailleurs, si vous voyez la manière dont on représente Hermès, je ne peux pas le mettre, il faudrait que je sois connectée, j'arrive pas à me connecter. Mais à travers les siècles, un même symbole perdure pour évoquer la médecine, le caducée, la baguette de laurier ou d'olivier autour duquel s'enroulent un ou deux serpents. Vous voyez dans votre esprit. Donc, ce caducée puise ses racines dans le bâton d'Hermès et le bâton de Moïse aussi, symbole de guérison et d'énergie vitale. Il représente l'équilibre et la circulation des forces, un concept présent dans l'alchimie et la kabbale juive. Le serpent devient alors emblème de régénération, de connaissances occultes, fusionnant héritage païen, hébreu et hermétique. Baphomet, une figure plus tardive de l'ésotérisme occidental, est lui aussi représenté avec un caducée sur l'abdomen, tenant la place du phallus et faisant écho à la Kundalini présente dans les traditions indiennes. Ce symbole, aussi appelé bâton d'Asclépios, est encore utilisé aujourd'hui pour représenter officiellement la médecine et les professions de santé dans de nombreux pays. Alors maintenant, je vais parler de la méthode expérimentale et du monde numérique. La pratique de l'alchimiste s'épanouit dans les expérimentations. Il s'agit de provoquer des phénomènes en laboratoire pour connaître les lois du monde et agir directement sur lui. On n'a pas seulement l'idée d'observer ce qui se passe, on a l'idée de pouvoir prendre le pouvoir sur la matière. La magie, quoi. Se rendre maître et possesseur de la nature. Ça, c'est une formule de René Descartes
16e, 17e, dans son discours de la méthode, donc là on est dans la modernité, à la jonction entre la science renaissante et la science moderne pour être exact. Donc René Descartes, philosophe, mais aussi mathématicien, mais aussi scientifique, mais aussi inventeur, le savant, c'est ce qu'on appelait un savant à cette époque-là, jette un doute radical, si vous vous souvenez aussi de vos cours de philo, le doute radical cartésien, sur les perceptions humaines. Tiens, on se rappelle de Platon encore une fois. Ce que nous percevons n'a pas de valeur, il faudrait aller chercher au-delà, il y a quelque chose de caché, toujours. Les perceptions humaines que René Descartes considère comme une source de tromperie, prolongeant en ceci l'idée hermético-platonicienne du caractère illusoire du monde sensible. La méthode expérimentale se normalise progressivement dans les cercles savants, au détriment de l'observation entre guillemets passive, avec notamment l'introduction d'instruments de laboratoire qui modifient les perceptions naturelles. Les phénomènes et les lois sont mesurés, quantifiés. Selon la formule de Galilée, la nature est un livre écrit en langage mathématique où tout est nombre, selon la formule de Pythagore. Donc on voit que le nombre, c'est important aussi. Donc l'idée d'inspiration kabbalistique, selon laquelle il existe une structure numérique au monde, une structure numérique du monde, s'est perpétuée dans la mathématisation extrême des sciences contemporaines, de la physique contemporaine, à tel point qu'aujourd'hui, science et chiffres s'identifient presque l'un à l'autre dans l'imaginaire collectif. Hein, quand on dit c'est les chiffres, c'est la science, c'est toi quoi. Une petite parenthèse sur Newton, parfois désigné comme l'héritier de René Descartes. Isaac Newton, donc là on arrive au XVIIe, XVIIIe, a longtemps été considéré comme l'archétype du rationaliste scientifique. Il fait partie de ce panthéon dont je parle, voilà, qui est reconnu par l'Académie. Dans les manuels du XVIIIe et XIXe siècle, Newton, donc l'auteur de la gravitation universelle et du calcul différentiel, incarnait le modèle de l'esprit rationnel. On le présentait comme voilà, l'objectivité pure, quasiment. Mais ce portrait était incomplet. On savait vaguement que Newton s'était intéressé à l'alchimie, mais au milieu du XXe siècle, avec la mise à jour de documents inédits qui lui appartenaient, on découvre qu'il aurait consacré bien plus de temps et d'énergie à sa quête hermétique qu'à ses travaux de mécanique. Ces manuscrits révèlent notamment que Newton, en décrivant la loi de la gravitation universelle et le système du monde qui lui est associé, croyait remettre à jour une vérité ancienne, connue de Pythagore et cachée dans le mythe d'Apollon et de sa lyre à 7 cordes. En comparant la chute d'une pomme, fruit par ailleurs hautement symbolique, et hautement à signification ésotérique aussi, en comparant la chute d'une pomme au mouvement des astres, Newton introduit l'idée que les lois de la physique sur Terre et dans les cieux sont identiques, appliquant l'adage hermétique que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. De la lyre d'Apollon à la mission spatiale Apollo. Comment observer le Big Bang? Je fais un saut là dans la science contemporaine. La physique fondamentale et la cosmologie décrivent des phénomènes par définition inaccessibles au sens, forcément. On n'a pas accès aux étoiles, on n'a pas accès à l'origine du monde. Voilà, c'est au-delà de nos sens, hein, toujours dans cette idée de platonisme, de cartésianisme.
Par conséquent, les débats constants à l'intérieur de ces domaines portent principalement sur une harmonisation des calculs et des équations à partir des datas issus des instruments technologiques. Ça va être la seule preuve scientifique sur laquelle s'appuyer là, pour évoquer des événements, des phénomènes comme le Big Bang. Et de prendre les datas des instruments, des très gros instruments, et de harmoniser les équations, d'en tirer des conséquences à partir des mathématiques. Les projections statistiques et les modélisations informatiques ont pris une place sans équivalent dans de nombreuses disciplines scientifiques, pas seulement en physique. On pense notamment à l'épidémiologie, à la climatologie, qui présentent des prévisions qui confinent à la divination, puisqu'on les présente comme des faits indiscutables. Le calcul et la statistique, fondés sur la notion de quanta, de quantifiable, qui donnera le terme quantique. Donc, le calcul et la statistique en sciences ont désormais la même force dans les théories qu'une preuve empirique ou expérimentale. Peut-être même plus de force, comme je disais, puisque les sens sont trompeurs. Dans l'acquisition de nos connaissances, les perceptions communes sont dévalorisées, jusqu'à être niées au profit des thèses expertes. De nos jours, même la température ressentie est chiffrée dans les bulletins météo. Qui n'a jamais entendu que, entre guillemets, la météo n'est pas le climat? Quand on remarque que le temps qu'il fait ne valide pas les prédictions des modèles informatiques. Qui n'a jamais entendu que l'expérience personnelle n'a pas valeur de preuve médicale? Quand on fait référence à la situation d'un proche pour souligner les erreurs de la médecine industrielle. C'est le signe que les puissantes statistiques dominent aujourd'hui nos processus épistémiques, c'est-à-dire nos façons de connaître, nos façons de fabriquer de la connaissance, et que la souveraineté scientifique est devenue un angle mort de notre culture politique et morale. La souveraineté scientifique. Donc on a comme une externalisation de nos perceptions qui sont déléguées. De l'externalisation de nos perceptions à l'introduction du chaos et du hasard dans la cosmologie et la genèse de l'univers, bientôt fini, là, il me reste 5 minutes. La science moderne héritée de l'hermétisme renaissant évoque, alors ça c'est une hypothèse que je vous jette, cette science moderne, cette science contemporaine, pourrait être, ne serait-elle pas, une divulgation progressive de cette science occulte, de cette science hermétique. Ou alors une sécularisation peut-être de la science occulte. Le doute à l'endroit des perceptions humaines est désormais contourné grâce aux instruments high-tech réservés aux quelques-uns qui appartiennent à ce qu'on appelle la big science, les télescopes spatiaux et les accélérateurs de particules, tels des prothèses surhumaines, ont la prétention de donner à voir l'invisible et d'accéder à l'inaccessible avec l'aide de formules mathématiques. Après avoir numérisé les objets, il s'agit maintenant de dématérialiser les corps, de rendre les consciences prédictibles par cette surveillance algorithmique qui s'installe et d'insérer de la technologie dans le corps humain pour corriger une nature jugée imparfaite. Se rendre maître et possesseur de la nature, ordonner le chaos, résoudre l'imperfection de la nature, tout ça c'est très humaniste et c'est très transhumaniste aussi. De l'humanisme au transhumanisme. Dans un essai de 2015 à destination d'un public catholique, le prophète de la tech
Il y a Peter Thiel, hein, qui est un mec qui vient de la Silicon Valley aux États-Unis. Il plaide pour un salut technologique. Il compare la nature à un faux Éden, aux dents et aux griffes acérées, à un chaos qu'il serait nécessaire d'ordonner, à l'exemple du Dieu de la Genèse. Hein, et là, on a tout un mouvement actuel philosophique qui vient de la Silicon Valley, qui vient des grands patrons là, de la Silicon Valley, qui s'appelle le Dark Enlightenment, les lumières sombres. Toujours cette idée de lumière qui revient. Et voilà, je jette un peu cette hypothèse, cette question. Est-ce que finalement l'histoire des sciences n'est pas une divulgation progressive de la science occulte, de la science ancienne? Voilà, j'ai pas la réponse. Je vais continuer les recherches et je vous laisse faire les vôtres. Voilà, je vous remercie de votre écoute. S'il y a des réactions. Je pense que tu vas rajouter un chapitre avec les toutes dernières nouvelles de Alex Karp, le patron de Palantir, qui a écrit un livre récemment pour dire il faut que l'humanité se jette dans l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle ordonne mieux l'humanité, et puis on voit bien qu'il est partisan que l'intelligence artificielle soit utilisée comme un instrument pour la guerre, et puis s'il y a moins d'humanité, c'est pas grave, parce que l'humanité va dans le bon sens, et c'est les meilleurs qui resteront. C'est très... que les plus forts survivent, je sais pas ce que c'est dans la philosophie. C'est ça, leur hantise, c'est de prévoir, de prédire ce qu'on va faire, comment on va réagir, comment nous organiser. Leur obsession. Leur obsession, leur obsession, c'est d'anticiper, d'avoir des assurances, de prédire tout ça. Et je pense que au regard de leur obsession, notre obsession à nous, je dis souvent, devrait être d'être imprévisible. Voilà, de sortir des rails. Et de toute façon, la vie, le vivant, la planète, enfin voilà, est imprévisible. Et je pense qu'ils n'arriveront pas finalement. Mais effectivement, il y a toujours, par l'usage des chiffres, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, voilà. Toujours par l'usage des chiffres, de vouloir encadrer, surveiller, prédire. Je te pose une autre question. Alors, l'hermétisme, on connaît peu, il y en a beaucoup parlé, merci. On entend qu'il y a beaucoup d'autres traditions occultes, c'est les occultismes. On voit que ça progresse beaucoup, et tu en as parlé sous l'angle de l'hermétisme. Est-ce que les autres traditions, comme la Kabbale, comme on voit que des grands ordres un peu secrets s'inspirent beaucoup de tout ça, et on voit qu'il y a des programmes politiques qui sont... Est-ce que ces autres traditions, y compris les Rose-Croix, comment s'appelle le monument qui avait... Georgia Guyston s'inspirait des Rose-Croix, voilà, tout ça. Est-ce que ça a autant d'importance? Est-ce que il y a aussi le symbolisme, l'Égypte ancienne? Est-ce que ça a autant d'importance, ou est-ce que c'est simplement des sous-familles de l'hermétisme? Oui, c'est ça. Alors, je suis pas spécialiste de tous ces occultismes. Je suis intéressée un petit peu, bon, quand même, j'ai un peu étudié, mais je pense qu'on pourrait mettre tout ça sous le nom de gnose, si on veut les simplifier, tu vois. Si vous voulez trouver tous les points communs à la chimie, à la Kabbale,
voilà, aux traditions égyptiennes, aux rose-croix, etc. Et c'est vraiment cette idée que ça se transmet de maître à élève, qu'il y a une connaissance cachée, on nous propose des symboles qui, au fur et à mesure de l'initiation, prennent des significations différentes. On va quelque part, on ne sait pas où on va, mais on fait confiance au maître. Voilà, c'est le maître qui dirige notre initiation. Et cette idée de salut par la connaissance. En acquérant une certaine connaissance, on va s'élever au-dessus du commun des mortels, on va faire partie d'une sorte d'élite qui a accès à des vérités cachées que le Pékin ne peut pas connaître. Bon, tu vois, je pense qu'on peut mettre tout ça sous le terme de gnose, sans être spécialiste vraiment du domaine, parce que j'ai pas fréquenté les milieux hermétiques, j'ai pas tenté la franc-maçonnerie ou des choses comme ça. Donc, mais c'est ce qui traverse un peu toutes ces philosophies. Ça va être le point commun, quoi. Voilà. Enfin, peu le savent aujourd'hui, mais la plupart des ordres ou des loges ou quoi que ce soit sont gérés par le Talmud. Le temple, c'est Salomon. Quelles que soient toutes les grosses croix, que ce soit Templier, que ce soit la franc-maçonnerie ou autre, c'est le Talmud. Et on en revient toujours au même truc. Hein. Si on creuse un peu, même les lois de la République française sont calées sur le Talmud. Même Van der Leyen ou Macron le disent, sans Talmud, ils n'ont pas de référence. Donc là-dessus, il faut creuser. Une autre question? On a terminé. Là-bas? Oui. Juste les recherches sur le quantique. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est que la physique quantique? Qu'est-ce qu'on nous explique et tout ça? C'est... Comment dire? On nous dit que ceux qui comprennent sont très peu, que personne ne comprend. Il y a un tel imaginaire autour de ça. J'ai l'impression que la physique quantique, c'est presque un monde féerique sur lequel chacun projette un peu son imaginaire en disant oui, la physique quantique. Alors, oh, l'expérience fondatrice, c'est les fonds de Jung, là, où on dit que c'est le regard de l'observateur qui influence l'expérience. Moi, je fais l'hypothèse que ça va trop loin, en fait. Voilà. Avec cette histoire du chat de Schrödinger, vous savez que c'est une blague, hein, de dire que le chat qui est vivant est mort en même temps. C'était une blague pour se moquer de ça, justement. Hein. La physique quantique, c'est l'idée qu'il y a une indétermination, qu'il y a une particule qui peut être à 2 ans, on a une probabilité pour qu'une particule se trouve à tel ou tel endroit. C'est ça aussi la physique quantique. Donc on a un nuage de probabilité pour dire qu'une particule se trouve à tel ou tel endroit. Mais tout ça, c'est de la spéculation. Je veux dire... Eux, ils l'expliquent mathématiquement. Oui. Eh oui, mais les maths, qu'est-ce que c'est? Est-ce que dans la réalité, vous avez essayé d'influencer les choses en les regardant je veux bien envisager que ce soit réel, que ce soit possible, mais moi, il y a ce truc où d'un point de vue personnel, moi, je reviens au sens, je reviens aux perceptions. Je suis un être incarné. J'ai les pieds sur terre, j'ai un point de vue, j'ai des organes, j'ai des sens, voilà. Et je sais que ce qui va au-delà de mes sens, ok, c'est cool, il y a l'imagination, c'est génial, il y a la spéculation, c'est super, il y a les hypothèses, il y a les modélisations, il y a les projections, ok. Mais je ne peux pas vérifier tout ça. Ça reste probable, spéculatif, possible, mais il n'y a rien qui remplace mes sens. Et
toute cette histoire de la philosophie moderne, c'est justement le fait de se désengager de son être incarné. Et voilà, moi c'est ce qui me gêne d'un point de vue personnel. Et on verra peut-être après avec Valdec aussi qui va parler du géocentrisme, où il faut revenir au côté incarné. Il faut revenir au côté incarné. Moi, je sais ce que je peux connaître et je sais ce que je ne peux pas connaître. Voilà, les scientifiques me disent que bon, leurs instruments leur permettent de voir ceci ou cela. Ok, peut-être que c'est vrai, mais c'est au-delà de mes sens. Voilà, c'est au-delà de ma possibilité d'expérimenter et d'observer par moi-même. Par contre, il corrèle aussi ça aussi avec le christianisme. En fait, avec on est un. Enfin voilà, il y a plein d'interactions et tout ça. Et le quantique, il met aussi ça en parallèle. Ils ne sont pas contre. Enfin, voilà, pour l'expliquer aussi. La physique quantique. Oui, la physique quantique avec Dieu. Chacun met ce qu'il veut derrière la physique quantique. Tu vois, tu projettes tes fantasmes sur le truc. C'est pour ça que moi je me méfie. C'est comme un univers probabiliste, donc voilà, qui est basé sur des calculs avec une théorie. Mais je me méfie pas mal si de tous les fantasmes un peu New Age qu'il y a autour de ça. Et puis ça va aussi avec cette idée de ma pensée, mon intention manifeste la réalité. Tu vois, il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est vrai que forcément, quand tu as une volonté, voilà, forcément, tu as tendance à réaliser tes objectifs. Mais c'est sûr, il y a une bascule, ça va trop loin. Quoi. C'est l'idée de je suis surpuissant, c'est la magie, tu vois. Bon. Voilà, par rapport à la physique quantique, je suis vachement prudente. D'autres questions? C'était là-bas une question peut-être. Par rapport à votre analyse, comment vous situez l'arrivée de la boucle du CERN, la grande boucle? Pour vous, c'est une obligation, c'est un interdit, c'est encore un fantasme de l'homme ou À quoi ça sert? Vous me demandez à quoi ça sert? Oui, pour ça sert et comment on le situe dans l'évolution de la science humaine? Je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas pourquoi on met autant d'argent là-dedans. Bon, il y a une explication qui nous est donnée, hein, mais je ne sais pas. Faut savoir le dire parfois. La première boucle a servi. Elle a servi dans la médecine, elle a servi dans l'horlogerie, elle a quand même servi. On peut considérer que la deuxième, qui est carrément différente, va pouvoir servir aussi à d'autres évolutions de la science. Bien sûr. Après, je sais que devant le CERN, on a une statue c'est Krishna, je crois, la déesse de la destruction. Donc il y a peut-être un petit côté occulte aussi derrière le CERN à creuser. Il est rituel le soir aussi. Oui, on a vu ça. On a vu, il y a quelques vidéos qu'on tournait avec un rituel. Ce qu'on peut se dire, c'est que les gens qui utilisent des techniques comme ça, des outils comme ça, ils ont un raisonnement scientifique, donc ils ont besoin d'aller se rassurer en mesurant des choses, en essayant d'avoir des valeurs, et après, à un moment donné, assez souvent, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne peuvent pas tout interpréter, tout connaître. Et là, souvent, ils basculent, ils disent, c'est peut-être la main de Dieu. Ils basculent, c'est parce qu'on ne sait plus. J'ai une expérience d'un voisin qui était au CNRS à Grenoble, et puis il étudiait, essayait de comprendre comment les gens trouvaient l'eau avec le pendule, avec la main. Ils ont lâché des appareils, enfin, ils n'ont pas compris en fait. Et donc ils se sont dit, si on ne comprend pas, c'est peut-être qu'il y a un phénomène extérieur, peut-être la main de Dieu qui fait que ce gars, il est peut-être... Mais un scientifique, il a besoin de se rassurer, c'est sûr. L'information qu'on a au départ, c'est qu'il faut mesurer, il faut mettre des éléments. Mais puis quand on commence à plus comprendre qu'il y a l'ignorance qui arrive derrière, l'incertitude, là ça me met mal à l'aise pour quelqu'un qui a besoin de valeurs, de mesures. Moi
Moi, j'ai travaillé effectivement dans un domaine scientifique, mais je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est à côté. Et j'avais pas peur de l'incertitude. Au contraire, ça me faisait progresser, de pas comprendre. C'était bien de pas comprendre. Oui, merci. Alors, il y a quelque chose aussi d'important, c'est que, voilà, enfin, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a un décalage entre la manière dont on présente la science et la manière dont elle s'est effectivement construite. Parce qu'il ne s'agit pas de dire la science, c'est nul, on laisse tomber la science, on arrête la science. Au contraire, faudrait revenir à ce qu'il y a sur le papier, parce que ce qu'il y a sur le papier, c'est pas mal. C'est j'observe, j'expérimente, je teste des hypothèses et je révise mes hypothèses en fonction des résultats. Là, si ça marchait comme ça, ce serait super. Voilà, faudrait revenir à ça. Mais c'est vrai qu'avec l'histoire de la science, on se rend compte que non, c'est pas comme ça que ça a marché. C'est qu'on on est parti de concepts. On s'est dit, il existe des concepts, le concept d'atome, le concept de virus, le concept de système planétaire, machin, et on cherche à observer, à calculer le concept qui existe depuis plusieurs centaines d'années. On part pas on part pas de ce qu'on perçoit. On part pas de nos sens, on part pas des expériences. Hein. Mais sur le papier, c'est ce qui est écrit. Ça, on arrivera à nous faire croire plein de choses parce que là, vous avez des hypothèses au départ. C'est pour valider leur hypothèse, mais l'hypothèse au départ est fausse. Oui, après c'est tout à fait humain. Je veux dire, on arrive dans un laboratoire, on a des collègues, on va pas arriver et dire non, la Terre est plate. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui c'est leur boulot aussi. Je sais pas, ils ont des crédits et puis ils doivent bien vivre et puis peut-être qu'ils ils travaillent toujours sur un truc vachement spécialisé. Donc eux, je sais pas, le mec dans son laboratoire, il va travailler sur une molécule particulière ou quoi. Il va pas se poser la question de la cosmologie. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Je veux dire, c'est humain aussi que quand on est dans le milieu scientifique, on est sur son truc. Bon. Et la philosophie est là pour ça aussi, pour essayer de prendre du recul et essayer de reposer des questions fondamentales sur ce que c'est que la science. Bonjour. Moi, j'ai une intervention à dire. La première chose, c'est à qui profite le crime. Peu importe le domaine, peu importe de ce qu'on parle. À chaque fois, il y a soit un intérêt personnel, soit il y a une interrogation que je me pose quand je suis face à quelque chose. À qui profite la chose ou le crime? J'ai entendu parler du CERN. Le CERN, ben, moi, j'ai pas besoin d'écouter qu'on me prouve scientifiquement que c'est bienveillant, que ça a apporté des progressions scientifiques. Mais physiquement, quand on écoute et quand on regarde les présentations, de faire un anneau de 100 km avec un diamètre de 40 mètres, avec des salles qui font 40 mètres de haut, à 100 mètres sous terre, mais ne serait-ce ou 200 mètres, peu importe la valeur. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que vous imaginez une salle de 40 mètres de haut, c'est l'équivalent d'une cathédrale. Je sais pas, juste physiquement, observer ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en plus, il y a des endroits dans le CERN qui sont réservés aux militaires. Personne ne sait ce qui s'y passe. Personne. Même les scientifiques eux-mêmes, même les dirigeants du CERN, ils savent pas ce qui s'y passe. Je vais pas rentrer dans le débat, c'est pas ça le but. Moi, je dis la simple question, puisque l'échange, c'est de poser une question, c'est à qui profite le crime? Peu importe les 13 grandes familles, peu importe les familles qui dirigent le monde, peu importe l'occulte. La seule chose vraie, c'est notre ressenti, ça je suis d'accord. Et quand on nous parle, quand chacun communique avec chacun, parce qu'on communique pas juste avec les yeux ou la parole, on communique avec plusieurs sens. Il y a l'inconscient, le conscient, le subconscient, enfin tous les noms qu'on veut donner. Et ben, si on s'écoute et on écoute l'autre avec le mot respect, et ben, on est en capacité de savoir si l'autre nous ment, s'il nous dit vrai, s'il est authentique. Et c'est ce que les femmes, elles ont naturellement. C'est ce qu'elles transmettent aux enfants. L'homme, c'est différent parce que on va pas polémiquer sur l'homme et la femme. On rentre pas dans le débat. Mais moi, ma question, par rapport à votre intervention aujourd'hui, c'est à qui profite tout ça? Alors, est-ce que ça nous profite à nous? Ça pourrait être une première question.
est-ce que la science permet vraiment un progrès humain? Est-ce qu'on devient des meilleurs humains avec la progression entre guillemets de la science? Et dans l'hypothèse où la science serait une divulgation progressive de la science occulte, une désoccultation d'une connaissance occulte dite ancienne. Je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on est quand même à une époque de désoccultation, de révélation de choses cachées. Hein. Alors, est-ce que à qui ça profite, ce dévoilement-là? Est-ce que c'est un truc cosmique, hein? Est-ce que c'est cette idée d'apocalypse? Voilà. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de dévoiler des choses qui étaient cachées? J'ai pas la réponse à tout ça. Et quoi qu'il en soit, on a cette sensation que nous vivons dans une époque de dévoilement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais juste rajouter une dernière chose. C'est la chose là. Pour moi, les militants, ils sont capables de lire depuis des années. Et pardon. Juste avant que je ne veux pas vous empêcher de poser votre question, madame. C'était juste d'apporter un élément important par rapport à ce qu'elle m'a répondu. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont capables de lire les lignes du temps. Et ils sont aperçus que, quoi qu'il arrive, c'est pour ça que il parle d'agenda 2030, machin. Et en fait, c'est un moment T dans l'histoire, du moins dans la vie humaine, où les choses, quoi qu'il arrive, ils ne pourront rien faire pour changer. C'est incontournable. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas les changements humains se feront, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient dans l'occulte et qui étaient dans le monde hermétique, comme vous dites, dans les deux mots où je sais plus comment les dire, eh ben ils ont été capables de lire ces lignes du temps et ils ont manipulé ces lignes du temps parce que moi personnellement j'ai vécu des choses, j'ai été capable de rêver des choses de ma vie qui se sont produites dans 2 ans après. Et je les ai vécues dans mon rêve. Et ça s'est réalisé. Si moi-même, en tant que personne, j'ai réussi à faire ça, bon, après, on en pense ce qu'on veut. Je ne suis pas là pour parler de ma vie. Mais c'est un exemple pour dire que je pense que les gens, ils ont été capables de voir ces lignes du temps. Ils ont essayé de manipuler l'humain à leur profit, puisque je pense que l'humain aujourd'hui est une ressource. Parce que j'avais entendu à la radio qu'il y a un scientifique qui expliquait, mais vous vous rendez compte, monsieur le journaliste, la seule machine au monde qui est capable de fabriquer de l'énergie, c'est l'humain. Elle mange, l'humain mange, et on a de l'électricité, on est capable de faire de la chaleur, du froid, de réagir en fonction de l'environnement où on est. Et c'est la seule machine au monde. Et peu importe les scientifiques, tous les scientifiques qui veulent faire des robots ou quoi, ils n'y arriveront jamais. Donc aujourd'hui, moi, c'est mon ressenti en tant que personne, on est une ressource. Et c'est pour ça, je vous dis, peu importe le sujet qu'on parle, à qui profite le crime. Et du coup, quand on voit qu'à une année charnière, 2030, ils sont capables d'avoir lu les lignes du temps jusqu'à là, et qu'à partir de là, il y aura tout ce qu'ils vont faire comme manipulation, ça ne marchera pas. C'est pas moi qui le dis, c'est certains du grand de ce monde. Voilà, je voulais juste vous apporter ça. Je voulais rajouter au sujet du CERN que le CERN actuellement, il rayonne jusqu'à Annecy. C'est des rayonnements qui sont nocifs pour notre santé. Et si on construisait le nouveau CERN, ça rayonnerait jusqu'à Chambéry. Et il y a moi, j'ai eu un contact avec un élu, des députés de la Savoie, qui n'était pas au courant de ces histoires de rayonnement. Il a dit, on s'en fout. Je lui ai dit, moi, je m'en fous pas, j'en suis malade. Voilà. Et puis, le CERN, moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Hein. C'est une aberration. On le sait que c'est magnifique. Enfin, il y a déjà 3 pays qui se sont retournés, parce que l'année dernière, on avait été à une conférence, et il y avait 28 pays, et cette année, il y en a 25. Alors, j'espère que ça va continuer comme ça.
Mais c'est vraiment l'horreur du siècle, quoi. On a encore un peu de temps apparemment, profitons-en. Oh, vous pouvez partir aussi, vous en avez marre, hein, vous inquiétez pas. Je pense que le CERN, c'est la face visible de l'iceberg. S'ils en parlent aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà des choses qui ont été faites avant et qui sont cachées. Le CERN, on regarde à cet endroit-là, mais à mon avis, ça fait longtemps qu'ils nous envahissent en dessous. Et pourquoi en faire un deuxième aussi si proche du premier? C'est pour être n'importe où sur la Terre, enfin, c'est étonnant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une expérimentation au CERN. Ils avaient ouvert un portail, et ils ne savaient pas à quoi ils allaient confronter. C'est une expérience de scientifiques et ils ont scellé le portail. Après, ils ont scellé la chambre par du béton tellement ils ne pouvaient pas se défendre. Il faut savoir que les militaires sont intervenus, ça n'a pas été dit à la population, mais ils ont scellé la porte parce que c'était tellement maléfique qu'ils n'arrivaient plus à contrôler. Et les scientifiques qui étaient dans cette chambre, eh ben, ils sont tous morts. Tous. Et pour éviter la contagion, ils ont clôturé, bétonné la zone. Donc c'est pas maléfique si c'est éliminer les mauvaises personnes. Non, ça n'a pas éliminé les mauvaises personnes, ils vont faire rentrer des choses qui sont incontrôlables. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On en reste là? Ben merci de votre attention, de votre écoute et de vos interventions.